Quand je suis arrivé chez TF1, on m'a dit les écrans ne cliquent pas. Les modèles économiques dans les médias sont en train d'évoluer. Avant, tu découvrais les technologies, les révolutions sur ton lieu de travail. Maintenant, tu les découvres au sein de ton foyer. Les stratégies médias sont réellement différentes de ce qu'on peut voir aux États-Unis ou ce qu'on peut voir émerger en Asie. Je dirais même que la France a emprunté le meilleur de tous les mondes, de tous les signaux pour créer ce qu'est la CTV, et TF1 aujourd'hui avec TF1+, en bénéficie fortement. Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de ce podcast. On a la chance d'avoir avec nous un invité d'honneur aujourd'hui, Adam Marquis, directeur général adjoint au sein de TF1 Publicité. Aujourd'hui, nous allons parler médias, révolution digitale, avec l'arrivée depuis plus d'un an maintenant de TF1+ sur le marché, notamment avec de très belles performances affichant plus de 35 millions de visiteurs uniques par mois. Tout simplement une plateforme qui fédère plus d'un Français sur deux. D'ailleurs, si on regarde de plus près les cibles marketing, on recense en France chaque mois près de 3/4 des 15-34 sur l'application, faisant d'elle la première plateforme française sur cette cible-là, même devant des acteurs comme TikTok en France. L'intérêt pour nous aujourd'hui et tout le sujet de cet échange portera autour de la réflexion que l'on peut avoir, à savoir comment TF1+ peut s'imposer parmi les géants du digital. Ça, c'est un vaste sujet pour lequel on a un plan. Exactement. D'ailleurs, je te remercie d'être avec nous et nous permettre d'y voir plus clair. Adam, qui es-tu et comment tu vas? Alors, je suis papa de 3 enfants, marié. J'ai une expérience de plus de 20 ans dans les technologies, dans l'innovation et dans les médias. Et j'ai une passion folle pour le sport, notamment le judo. Tu sais que c'est un sport d'agilité et j'en ai besoin chez TF1. Et j'adore l'image, les médias, donc je suis ravi de retrouver cet univers aujourd'hui ici. Avant de commencer, je trouve qu'il est important de mettre nos auditeurs et nos téléspectateurs dans les meilleures conditions. Pour ça, je te propose de faire un petit jeu, le portrait chinois. Je pense que ça te dit quelque chose. Sans plus tarder, on va commencer et avec la première question. Donc, Adam, si tu étais un sport, lequel serais-tu? Qu'est-ce que cela pourrait dire de ta manière d'aborder les défis du quotidien? Alors, j'en ai déjà un peu parlé, mais j'adore les arts martiaux. Je suis pratiquant du judo, donc c'est le sport de l'agilité. Et comme je te disais, j'en ai besoin ici. Mais il y a aussi un autre sport que je pratique et que j'essaie de pratiquer au quotidien, c'est le basket, qui est aussi un sport d'agilité. Un peu moins de souplesse, mais en tout cas d'intensité. Ce sont les deux sports fondateurs et qui construisent ma vie depuis maintenant plus de 25 ans. Si tu étais une chanson ou un style musical qui t'accompagne dans les moments clés de ta vie, lequel serais-tu et pourquoi? Alors je pense que je suis pas sûr que tu connaisses le groupe, mais j'espère que tu l'écoutes ou que tu vas l'écouter. Alors, je t'écoute. J'adore Dépêche Mode, j'adore les années 80. Je suis né dans les années 80. Comme titre, c'est surtout Enjoy the Silence. Je pense qu'on évolue dans une époque qui est assez bruyante. On part toujours de la guerre de l'attention et je pense que ça définit vraiment mes traits de personnalité. Et donc, Enjoy the Silence, c'est un titre que j'écoute assez fréquemment. Donc on peut dire que tu es très passionné de musique. Je suis passionné de musique. Si tu devais choisir un animal de compagnie ou un animal qui te définirait le plus, auquel tu penses directement? Il y en a de nombreux. J'adore 30 millions d'amis. C'était une émission qui avait rythmé toute ma jeunesse. Non, si je suis un animal, je pense que depuis mon enfance, je rêve de voler. Et donc, l'aigle me caractérise assez bien. C'est aussi une analogie à ce que je suis, c'est que ça me permet d'avoir aussi un bon contrôle sur l'environnement dans lequel je suis et la bonne compréhension. Donc je pense que je serai un aigle. Ça te permet en même temps d'avoir une grande vision. Sur les équipes, tu veux dire? Exactement. Prochaine question. Quelles émotions tu cultiverais malgré les aléas et les pressions que tu dois endosser au quotidien? Tu penses que cela t'impacte vraiment dans ta vie personnellement ou tu arrives vraiment à faire la part des choses tout de même entre les deux? Je pense que ce qui me caractérise le mieux, c'est l'enthousiasme, la générosité. Je crois qu'on en a discuté ensemble il y a quelques semaines. Je suis très humaniste, très humain. Je pense que on a besoin justement de plus de compréhension du monde dans lequel on évolue. Donc ça tombe bien parce que chez TF1, on est les rois de l'info, les rois de la news. Donc je suis servi. Il faut faire la part des choses après avec l'information qu'on reçoit et faire le tri. Donc
Moi, je pense que l'enthousiasme et la générosité, c'est quelque chose qui doit se cultiver. Et d'ailleurs, je me demande même si on ne devrait pas créer un programme universitaire à ce titre-là. Je te rejoins totalement sur ce point-là parce que c'est vrai que c'est deux qualités qui sont grandement recherchées. C'est vrai que les avoir, c'est vraiment un plus. Donc, merci Adam pour ce moment de partage. C'est toujours précieux de découvrir l'humain qui est derrière le statut. Ça nous permet de mieux te connaître et de voir ce qui t'anime au quotidien. Et puis même dans ta vision des choses, ça nous permet d'avoir un avis plus global sur toi. Donc justement, pour revenir à ton quotidien chez TF1 Pub et au développement de TF1+, on ne peut pas passer à côté de l'annonce exclusive. Je pense que tu vois à quoi je fais allusion. Donc un partenariat inédit avec Netflix pour diffuser l'ensemble des séries, des programmes en avant-première. Qu'est-ce que cela révèle selon toi de la nouvelle posture finalement de TF1+ devant l'univers digital? Alors, le fait de susciter de l'intérêt auprès de plateformes mondiales telles que Netflix, c'est génialissime. Et ça prouve une chose, c'est que on vit en ce moment la 4e révolution digitale et on en fait partie en tant que broadcaster, notamment avec l'approche CTV. La première étant le search, la deuxième le social media, la troisième ça a été un mix des deux avec une compréhension que la data créait de la valeur dans le monde et sur nos différents marchés. Et donc le retail média a vu le jour. Et puis enfin, la connected TV, tout le monde en parle, c'est un des streams et ça nous positionne comme un des leaders de ce segment industriel. Le deuxième point, c'est que ça affirme aussi une compréhension de notre écosystème. Aujourd'hui, on réconcilie le linéaire avec le streaming. Les frontières s'estompent également entre le monde des médias et le monde de la data. Et on a un acteur incontournable en France et en francophonie. On a lancé il y a plus de 9 mois maintenant un operating system qui est le Graph ID pour avoir une meilleure compréhension du monde de la donnée interopérable. Tu sais, celle qui permet aux annonceurs, aux clients d'obtenir les meilleurs résultats business. Et c'est pour cela que mon quotidien chez TF1 est ultra intéressant, ultra dynamique. Et d'ailleurs, quand tu me parlais de sport, il y avait une perception avant mon arrivée du groupe TF1. Je pensais que j'allais intégrer la tradition des médias. C'est le cas. C'est la tradition des médias auquel on ajoute de l'innovation et c'est génial. Donc on n'est pas dans un marathon, on n'est pas non plus dans un sprint. On est entre les deux et donc je trouve ça assez enrichissant personnellement et puis humainement. Okay. C'est un partenariat qui promet de belles choses à l'avenir, on peut dire. Ce qui m'amène sur la prochaine question, face à la domination des géants du digital, comme YouTube, Netflix, justement, ou encore Meta. Pour toi, quelle est la vraie carte à jouer pour TF1+, dans cet environnement-là? Surtout pour, comme je disais, pour TF1+, qui est un acteur majeur sur le continent européen, en fait, sur toute la partie digitale. Continent européen, africain depuis quelques semaines. On va continuer à s'exporter dans le monde entier pour toucher effectivement tous les francophones dans le monde entier. D'ailleurs, c'est un point qu'on abordera un peu plus tard dans l'interview, justement sur le développement de TF1+ sur les marchés francophones. Donc tu nous en diras un peu plus sur ce point-là. Ça, c'est une des stratégies les plus fortes pour nous pour concurrencer en tout cas les plateformes. Indéniablement, on a quand même une force locale et on a notamment dans l'industrie des médias, une posture aujourd'hui qui régit comme une posture de leader. Pourquoi? Parce qu'en France, les stratégies médias sont réellement différentes de ce qu'on peut voir aux États-Unis ou ce qu'on peut voir émerger en Asie. Je dirais même que la France a emprunté le meilleur de tous les mondes, de tous les signaux pour créer ce qu'est la CTV et TF1 aujourd'hui avec TF1+, en bénéficie fortement. On le voit dans un premier plan avec un engouement très fort de notre plateforme. Tu le disais toi-même, un Français sur 2 aujourd'hui se trouve sur TF1+. On a sur les 15-34 plus de 6 millions d'utilisateurs actifs, 25 millions de personnes en data loguées avec le Graph ID. Donc on a une force de proposition aujourd'hui qui est réelle, qui est de plus en plus comprise, mais pour laquelle on doit encore bien travailler nos approches commerciales, la bonne compréhension des environnements et surtout la bonne attribution et contribution à la performance, c'est-à-dire la meilleure des mesures qui soit.
Et justement, tu parlais de performance. Dans un marché où tout est mesuré en performance immédiate, comment pour toi, en fait, tu concilierais le storytelling, la qualité de contenu et l'efficacité publicitaire? La qualité de contenu, on sera toujours, et c'est notre direction, notre stratégie, c'est notre plan, on sera toujours une destination premium pour la francophonie. Et donc il y a une stratégie d'achat de contenu, de distribution qui nous fait honneur et pour laquelle on a une grande spécialisation. Donc on travaille au quotidien, c'est le travail de toutes mes équipes, c'est de fournir le meilleur contenu à la meilleure audience, au meilleur moment. Et c'est un triptyque qui aujourd'hui fonctionne à merveille. C'est aussi ce qui nous démarque des autres plateformes. Parce que tu parlais de YouTube par exemple. YouTube, c'est du scrolling, c'est du snacking. Ils aimeraient se positionner comme la télé de demain, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, ce n'est pas encore le cas. Si tu prends d'un point de vue juste inventaire, sur les smart TV, les écrans connectés, on a plus de 70% de nos impressions aujourd'hui qui sont livrées sur ce grand écran qui a repris ses lettres de noblesse. Ce n'est pas le cas pour nos concurrents encore à date. Pour les plateformes telles que Netflix, c'est un partenaire de distribution, mais ils ont des enjeux stratégiques aussi à mieux localiser leur contenu. Et donc le fait de créer des partenariats avec un acteur majeur en France, ça leur permet d'avoir justement l'accès à ces audiences et à cette stratégie qu'on met en place ensemble. Et finalement, on peut dire que TF1+ ambitionne vraiment d'être une alternative à la française, justement face à ces grandes plateformes mondiales, ou plutôt un acteur complémentaire dans l'écosystème. D'ailleurs, je reprends juste le propos qu'on a eu juste avant sur le fait que TF1+ se déploie à l'international maintenant. Est-ce que tu peux nous éclairer par rapport à ça? Il y a un développement qui s'effectue d'un point de vue distribution de contenu. Il y a une attente. Tu parlais de 21 pays. Il y a plus de 325 millions de francophones dans le monde. Donc c'est telle une posture d'un État en termes de population. Donc il y a un énorme travail de distribution à faire, de qualité, d'environnement premium. Et ça, on va continuer avec l'application TF1+, à essayer de trouver les meilleurs systèmes de distribution pour y arriver. D'où le partenariat avec Netflix. On a aussi une stratégie de formats enrichis, plus interactifs. Quand je suis arrivé chez TF1, on m'a dit les écrans ne cliquent pas. Donc on se posait la question à savoir si la télévision, avec cet engouement pour la Smart TV, allait devenir un écran interactif de communication. Et c'est le cas aujourd'hui. On voit une réelle prise de conscience et surtout une appropriation entre deux phénomènes, le smartphone, l'écran de télévision et la télécommande. On le voit au sein des foyers, on a lancé une offre de co-viewing avec Covio Plus que tu connais très bien. On articule des formats plus expérimentiels qui proposent justement de rentrer dans l'univers d'une marque, de jouer, de s'approprier avec ses codes. Et c'est génial parce que tout le monde au sein d'un foyer s'y retrouve. Les enfants qui jouent plus sur leur télécommande et avec la télécommande et trouvent de l'interactivité entre un écran, un grand écran, celui de la télévision et une marque. Et les adultes, eux, qui passent leur temps sur leur smartphone, finalement, sont aussi alpagués et captés par l'intensité publicitaire et l'interactivité pour jouer sur leur smartphone, renvoyer les flux publicitaires sur leur téléphone, etc., etc. Et donc, ça appelle à énormément de scénarisation, à énormément de modèles, et on aide le marché justement à emprunter ces codes et pouvoir comprendre et dompter ces situations-là. C'est pas évident. Parce que je te rappelle, il y a une petite histoire. Je ne sais pas si tu connais Pat Weaver. Est-ce que tu as entendu parler de lui? Non, franchement, non. Pat Weaver, c'est le père de Sigourney Weaver. Et il a, dans les années 50, créé un format publicitaire qui est dingue, qui est le format 30 secondes. Mais tu vois, entre 1950 et 2025, il s'est écoulé plus de 80 ans et on avait toujours en référence le format 30 secondes qui avait été créé il y a des décennies. Et aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui est multigénérationnelle, multi-écran et qui permet justement pour les marques d'y trouver leur compte et de rentrer dans cette fameuse consumer journey. Okay. C'est un format qu'on retrouve même aujourd'hui, qui a vraiment pérennisé dans le temps. Et pour ce qui est de la prochaine question, toi justement qui as passé plusieurs années chez Google,
avant de rejoindre TF1. Je trouve que c'est intéressant ce que tu viens d'énumérer juste avant sur justement le développement de TF1+, sur les marchés francophones et notamment dans le monde. Quel regard tu portes justement sur ces deux environnements? Est-ce que pour toi, il y a un univers qui est le mieux armé pour s'adapter aux usages et à la consommation d'aujourd'hui ou à la consommation future? Je pense que les deux écrans, ou les écrans en tout cas dont tu parles, que ce soit le mobile, le desktop, la tablette, l'écran de télévision et puis demain peut-être les lunettes connectées, ce sont des environnements technologiques qui évoluent avec leurs usages. Et le paradoxe et l'innovation, la révolution qu'on vit depuis 15 ans, c'est que avant tu découvrais les technologies, les révolutions sur ton lieu de travail. Ouais. Maintenant tu les découvres au sein de ton foyer. Et ça, c'est une approche qui est totalement nouvelle et la télévision en bénéficie aujourd'hui parce qu'elle reprend ses lettres de noblesse au sein d'un foyer et elle interagit avec ces autres écrans qui sont tous connectés. Donc c'est justement le fait de savoir orchestrer et scénariser ces environnements qui font la force du média, de la stratégie publicitaire et de la mesure qui en découle par la suite auprès des annonceurs. Et justement, est-ce que tu penses qu'il y a vraiment une différence entre les deux univers ou un univers qui est peut-être mieux qu'un autre entre YouTube, TF1+, sur la captation notamment du jeune public, des jeunes générations ou pas du tout? Je pense qu'il y a toujours un environnement qui se prête à une cible mieux qu'une autre. Et aujourd'hui, on n'a pas vu de dualité, c'est-à-dire que les deux coexistent et fonctionnent très bien. D'ailleurs, on parle souvent, nous, dans les médias, de complémentarité média. Lorsqu'on travaille avec les grandes marques, mais aussi avec tous nos annonceurs, on essaie de positionner une stratégie de consolidation média, avoir une vision 360, une bonne compréhension des enjeux et des KPI qu'on doit monitorer. Et je pense que c'est la force des deux leviers. Si on prend les grandes études qui existent aujourd'hui sur le marché, tu en as entendu parler, tu sais, c'est les Media Mix Modeling, les Marketing Mix Modeling. Dans ces deux univers-là, à un moment, c'est avoir la bonne donnée, la bonne information pour pouvoir analyser son business et avoir une bonne compréhension de l'univers dans lequel on est. Je te parlais de consumer journée, avant on parlait de funnel marketing. Aujourd'hui, il y a effectivement une possibilité de mieux comprendre où se trouvent tes consommateurs, comme nous, on pourrait chercher d'ailleurs nos auditeurs, nos audiences, etc. On a besoin de bien les mesurer et d'avoir les bons KPIs. Et donc, par rapport au Media Mix Modeling et au Marketing Mix Modeling, sur les Media Mix Modeling, on a toutes les informations et on donne toutes les informations de signaux publicitaires qui permettent d'avoir une donnée beaucoup plus granulaire et beaucoup plus efficace dans ces modèles-là. Et donc, d'un côté, tu auras de la donnée déterministe qui vient souvent, par rapport à ta question, de plateformes comme des plateformes de recherche, du digital, parce que tu as de la donnée tangible, de la first party, de la second party, de la third party data. Et puis, tu as un monde probabiliste qui a souvent été décrié, qui a souvent été aussi utilisé d'un point de vue ROI parce que les stats ne mentent pas, les probas non plus en réalité. Et on voit que les deux mondes aujourd'hui sont en train de converger pour le bonheur des annonceurs. Et donc on essaie de rentrer dans ce jeu-là avec TF1+, pour fournir, je te parlais de données interopérables, c'est-à-dire utiliser les bons signaux publicitaires avec la bonne data. Et bien aujourd'hui on peut les réutiliser aussi pour mieux mesurer les performances et l'efficacité des campagnes. On sait que le jeune public, c'est une cible très courtisée et particulièrement difficile à capter. Comment TF1+ peut essayer de les séduire justement sans perdre son identité historique? Il faut qu'on continue à maîtriser et à comprendre les usages de nos audiences. On continue, nous, à les séduire avec notre plateforme TF1+, mais également avec nos IP, c'est-à-dire les franchises, les marques avec lesquelles on travaille. Je pense que cela ne t'a pas échappé. On travaille sur Koh-Lanta, sur la Star Academy, sur The Voice. Tous ces environnements-là rencontrent un franc succès auprès des cibles jeunes. Et ce qui est top, c'est qu'on peut voir aussi évoluer notre modèle parce qu'autour de ces émissions, on voit une effervescence, des discussions et donc il y a une continuité dans la projection de ces émissions. Il y a une réelle interactivité et puis un enjeu stratégique pour les marques de s'intégrer dans cet écrin qu'on appelle écrin publicitaire.
Et d'ailleurs, pour capter ces cibles-là, cette cible jeune, ce jeune public, tu as fait allusion à la data. Je pense que ça a une grande place dans cet univers-là. Donc, qu'est-ce que tu peux nous en dire sur tout ce qui est data, intelligence artificielle dans le développement de TF1+, et justement des offres publicitaires que l'on peut proposer? Alors, il y a plusieurs points et éléments dans ta question. Le premier sujet, c'est l'IA. L'intelligence artificielle est partout au sein du groupe TF1. Tu sais qu'on se positionne et on a aujourd'hui la chance d'avoir l'offre news d'information la plus puissante en France et je pense même en Europe. On utilise l'IA pour fact-checker, pour vérifier la qualité du contenu que l'on dispose. Donc on l'utilise depuis très longtemps et on l'adapte comme on sait le faire en créant des approches très spécialisées de l'IA. Le deuxième point, c'est qu'on utilise l'IA aussi pour nos propres audiences. Peut-être que tu as entendu parler de Top Synchro, Top Chrono. Ça permet de vivre une expérience familiale sur l'application TF1+, sur de la rediffusion de contenu sportif ou avoir une synthèse de l'information à grande échelle qui fonctionne très très bien. Donc on utilise déjà les rouages de l'intelligence artificielle et notre objectif c'est de continuer à l'utiliser à bon escient dans le cadre des stratégies médias que l'on pourrait avoir. Je t'ai parlé de data parce qu'il y a un an, on a lancé notre operating system, le Graph ID. Et le Graph ID répond à de nombreux enjeux sur le marché. D'abord, il universalise les informations et la donnée qu'on a au sein de nos univers, nos différents univers et de nos différentes plateformes. On rend la data avec le Graph ID interopérable, donc ça vient muscler notre offre marketing sur les sujets de segments publicitaires, de stratégie, d'adressabilité de notre inventaire. Et puis enfin, le mix des deux font qu'on peut créer de nouveaux formats, de nouvelles expériences, beaucoup plus immersives, et puis on peut mesurer pour donner la preuve d'efficacité à nos annonceurs et à nos clients. Et ça, ce sont les rouages du succès pour avoir une plateforme innovante et qui répond aux enjeux business de nos clients. D'ailleurs, tu me fais penser, est-ce que ça va changer un truc sur le modèle économique final ou pas du tout? Les modèles économiques dans les médias sont en train d'évoluer. Il n'y a pas d'annonce là dans ce que je vais décrire, mais si on arrivait à avoir un modèle économique, une manière d'acheter le streaming de manière 360, ça serait plutôt efficace et bien vu du marché en France et à l'international. Donc je pense que oui, tu as raison, les modèles économiques vont évoluer très vite, comme l'IA, ça va décupler les stratégies, l'innovation, le test and learn, donc l'A/B testing, la mesure, on en a parlé. Donc les modèles économiques vont évoluer très vite pour une convergence beaucoup plus forte des médias et puis surtout une automatisation et une mesure sans faille. Et pour reprendre notamment sur la partie data dont tu parlais, est-ce qu'il y a vraiment une réglementation européenne et est-ce que c'est vraiment un frein ou une opportunité pour TF1+ dans la récolte des données d'utilisateurs? Alors sur la data, on pourrait, et sur les lois en vigueur, on pourrait passer de nombreuses heures ensemble. Déjà, on respecte les lois en vigueur dans chacun des pays. On déploie notre plateforme dans plus de 21 pays. Aujourd'hui, la réalité, c'est que en France, on légifère très bien sur la data et la donnée personnelle. Et d'ailleurs, le RGPD a été créé en France, en Europe, et puis par effet de ricochet a été emprunté, a été pris et mis en application dans d'autres pays. Donc on respecte rigoureusement les lois en vigueur dans chacun des pays. Et on a pour ça des garde-fous. Il y a les instances professionnelles, industrielles, qui nous le rappellent au quotidien. Il y a aussi le fait que scrupuleusement, on met en application les lois de manière beaucoup plus stricte au sein de TF1. Et donc parfois, ça peut également être un frein par rapport à d'autres pays qui sont un peu plus laxistes sur la compréhension des textes de loi. Et donc ça peut parfois être un frein. Donc il ne faut pas non plus légiférer pour légiférer.
Il faut bien comprendre l'approche dans son ensemble industriel. Et je pense qu'on a un très bon écho sur le marché. On est entendu par les instituts en France, par le gouvernement, par l'industrie également. Et je pense que ça prend une bonne tournure, notamment sur l'IA, sur le fait que l'IA génère encore plus d'informations, plus de signaux, plus de data qu'auparavant. Et on aura besoin de cadres pour pouvoir être les plus performants et surtout offrir une expérience sécurisée pour nos utilisateurs, mais également pour les marques qui nous font confiance. D'ailleurs, je rebondis sur un point que tu as dit qui me semble intéressant. Tu parlais de RGPD qui était différente dans chaque pays. Toi qui as vécu pas mal de temps aux États-Unis, est-ce que tu penses que le système français est plus ou moins difficile ou donne plus ou moins de fil à retordre justement sur la récolte des données comparé à des pays comme les États-Unis ou autres? Je pense que la France, effectivement, a un cadre qui est plus strict. Maintenant, de ce que je vois dans l'évolution de la compréhension de la donnée, il y a quand même une réelle prise de conscience collective et professionnelle. Donc, on est bien mieux lotis qu'il y a une dizaine d'années. Il y a moins de fuites de données, étonnamment. Et il y a aussi une meilleure compréhension de cet environnement dataisé et de ce qu'on peut en faire à l'avenir d'un point de vue publicitaire. Enfin, si tu devais définir la mission que TF1+ veut incarner dans l'univers digital actuel, à quoi tu penserais? Continuer à informer, à divertir et surtout rester un écrin premium. Très bien, très clair. Tu me posais la question sur quels sont les conseils que je peux donner à tes auditeurs. Il y en a plusieurs. C'est d'abord, pour innover, il faut comprendre l'environnement dans lequel on évolue. Donc vraiment bien comprendre chaque aspect et chaque bloc du puzzle, chaque pièce du puzzle qu'il faut assembler. Donc je pense qu'il y a une des qualités pour toi et tes auditeurs, c'est soyez curieux, continuez à vous informer, à comprendre les systèmes, les modèles, tout en respectant le cadre légal pour répondre à vos différents enjeux et business. Le deuxième, je pense qu'il faut être créatif. On a en France la chance d'avoir énormément de talents. Il y a plus de 1000 influenceurs, créateurs de contenu, de maisons de production, de talents qu'on peut utiliser. Et donc, n'aie pas peur de t'associer et ose faire des choses avec des gens créatifs. Et notamment en France, je pense qu'on peut créer des choses, on peut créer des programmes, on peut créer des formats publicitaires, des approches stratégiques qui peuvent être bien plus pertinentes et performantes que celles que tu trouves aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Et puis enfin, je t'ai souvent raconté ça lors de nos précédentes discussions, je pense que garde une écoute, garde de l'empathie, de l'humanité par rapport à ce qu'on fait, parce qu'on est quand même dans les médias, on a une position qui est importante, on influence, on donne de l'information, et donc je pense qu'il faut garder la tête sur les épaules et continuer à découvrir le monde parce qu'il est riche, et je pense que c'est en s'ouvrant aux autres qu'on arrive à créer les plus belles aventures et les plus belles histoires. C'est ce que tu as fait avec moi en me demandant de participer à cette interview. Merci beaucoup en tout cas, c'était très clair. Et d'ailleurs, ce qui m'amène à te poser la dernière question, il y a encore une question un peu plus personnelle. Est-ce que tu as des rêves dans ta vie, Adam? J'ai de nombreux rêves. Là, celui qui me vient à l'esprit, c'est juste de prendre quelques jours de congé et de passer du temps avec mes enfants. Et est-ce que tu te voyais là où tu es actuellement aujourd'hui ou pas du tout? Le jeune garçon Adam Marquis à 13 ans, est-ce qu'il se voyait là où il est aujourd'hui? Pas du tout. Alors à 13 ans, je voulais être basketteur professionnel. Okay. À 6 ans, je voulais être astronaute et visiter les étoiles. J'ai toujours été un peu tête en l'air et donc je suis souvent dans la Lune. Mais en réalité, j'ai bien les pieds sur terre aujourd'hui et notamment avec ce rôle que j'ai ici chez TF1. D'ailleurs, avant de nous quitter, je me permets de te remettre un petit cadeau. Je sais que tu es un grand fan de lecture. Tu sais que je ne peux pas accepter le cadeau. T'es obligé, je pense. Je sais que tu es un grand fan de lecture. Oui. Donc voilà, un petit cadeau pour toi. Attends, c'est filmé? Les téléspectateurs vont le voir ou pas? Ouais.
Ah, Into the Wild, super. Je ne sais pas si Ok. tu l'as déjà lu ou Non, je l'ai vu, c'est un super, super film, je ne l'ai pas lu, donc tu vois, je vais le lire pendant mes vacances. Bah super, ça Je te te fera remercie, une Yanis. bonne occupation. Merci encore Adam, merci pour ton temps, merci mille fois, ça m'a vraiment aidé dans ce projet-là qui me tient à cœur. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de l'épisode, c'est très gentil et je vous en remercie infiniment. Donc merci à vous de nous avoir suivis et à très vite.